l'âme. Et si ce qu'on t'avait dit sur l'ego était un leurre? Dans cette nouvelle vidéo vibratoire, je t'emmène au cœur d'un énorme malentendu dans le domaine de la spiritualité. C'est le meurtre de l'ego. Alors, j'ai une vision bien personnelle que je t'offrirai à la fin de cette vidéo. Mais dans un premier temps, je vais ouvrir un regard croisé entre science, psychologie, symbolisme et tradition sacrée pour essayer de te réconcilier avec ton être profond et ton humanité. Alors, au sommaire d'aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la notion tuer l'ego est dangereuse. On va aussi voir du côté de la psychanalyse, des neurosciences, ce qui se dit. On va aussi aborder le rôle sacré de l'ego dans certaines traditions spirituelles et également vérifier comment il est possible de construire un ego qui est aligné à sa vision, ses valeurs et qui ne domine pas. Je vais aussi parler de mon ego, voilà, de mon expérience, voilà, personnelle. Et du coup, je te souhaite la bienvenue. Je suis Corinne Deleneur, alchimiste des mots et gardienne des histoires de la femme sacrée, de la femme sorcière. Et à travers mes livres, mes carnets de coaching, mes accompagnements sacrés, mon objectif, c'est de t'inviter à retrouver ta voix profonde, à libérer et à guérir les mémoires de la sorcière, de la femme sacrée en toi. Alors ici, sur cette chaîne, tu trouveras un espace d'éveil, un espace d'écoute, de respect, de réconciliation, mais aussi de puissance féminine. Alors, je t'invite à t'installer confortablement parce que nous allons explorer cette thématique qui est vraiment passionnante. Alors, je fréquente pas mal de cercles spirituels en ligne. Et c'est un fait, aujourd'hui, il y a un discours assez globalisé, tant sur la thématique que sur les groupes. C'est une phrase un peu répétée comme un mantra et parfois même comme une injonction sacrée. C'est « tu dois faire taire ton ego » ou encore l'ego, c'est mauvais pour ton cheminement personnel et spirituel et ne sois pas dans l'ego si tu veux vibrer plus haut parce que sinon il faudra le dissoudre, l'éliminer et le supprimer. Comme si l'ego était réellement une tumeur, un cancer de l'âme, comme s'il empêchait la lumière de passer. Comme s'il fallait s'effacer et l'effacer pour mériter d'être appelé une personne éveillée. Mais cette croyance-là, bien que souvent elle se déguise sous la couverture de la sagesse, finalement c'est un piège subtil. C'est aussi un mirage qui nous détourne en fait de l'essentiel parce que c'est pas l'ego le problème. Ce qui blesse, ce qui dérègle, c'est un ego qui est nourri à la peur, à l'attente, au besoin de contrôle, au manque d'amour et d'amour de soi. Et non, l'ego en lui-même, d'ailleurs qui est lui-même une architecture sacrée tissée par ton âme pour habiter la matière, n'est pas mauvais. Mais alors d'où vient cette confusion, ce mythe où vraiment le meurtre de l'ego serait vraiment voilà nécessaire. Parce que dans les formes occidentalisées du bouddhisme et de certaines philosophies hindoues, on parle certes de non-attachement, de transcendance,
mais aussi d'individualité, pardon. Mais je pense que c'est nécessaire de le dire clairement, ce n'est pas l'ego qui est diabolisé, c'est l'identification exclusive à l'ego qui est questionnée. Par exemple, Bouddha, il a jamais dit tu dois complètement t'effacer pour t'éveiller. Il a dit vois que tu n'es pas uniquement ce que tu crois être. Et c'est pas une négation du moi, c'est l'élargissement de la conscience en réalité. Mais en Occident, j'ai l'impression que ce message, il a dévié, il a glissé. Et surtout à travers les mouvements New Age, puis le développement personnel, qui a été simplifié, je pense, à l'extrême. Je pense qu'à l'ego, il est devenu réellement un bouc émissaire parfait. Tu veux avancer, sois moins dans ton ego. Tu souffres, c'est à cause de ton ego. Tu n'es pas aligné, encore lui. Et dans cette réelle dérive, on a fait un amalgame qui devient de plus en plus dangereux. On a confondu ego avec égoïsme dominant, persona avec une structure psychique et le moi blessé avec le moi essentiel. Mais à vrai dire, l'ego, il n'est pas l'ennemi, il n'est pas l'ennemi de l'âme, il est sa structure d'incarnation, il est le pont entre l'invisible et le tangible. Il est ce qui permet de dire je sans se perdre dans le néant. Et, et je pense, et ça ce n'est que mon opinion personnelle, qu'il ne faut pas l'anéantir. C'est avec lui qu'il est important de s'unifier, mais pas dans la peur, pas dans la blessure, pas dans le rejet, pas dans le rejet de soi. Alors, si l'on quitte un instant les sphères du mystique et que l'on entre dans les terres de la science, on découvre que, comme je le disais, l'ego, loin d'être un ennemi, est en réalité une nécessité biologique, une nécessité psychique et même existentielle. En neuropsychologie, l'ego est défini comme la structure de la conscience de soi. C'est grâce à lui que, par exemple, tu peux dire je suis ici et je suis ici maintenant. C'est lui qui te permet d'avoir un sens de ton identité, une continuité dans le temps et également une mémoire de toi. Alors sans ego, tu n'as pas la possibilité de raconter ton histoire, tu ne sais plus qui tu es et tu n'as plus, je vais dire, de point d'ancrage dans ce monde physique. Et en psychanalyse, Freud a nommé cette fonction, donc le moi, comme un réel médiateur entre les forces internes, donc le pulsionnel, le ça, et les exigences du monde extérieur qui est le social, le moral, qui est le surmoi. Et le moi, disait-il, il n'est pas ni tout-puissant, ni inutile. Il est un peu un équilibriste fragile entre, d'un côté, le désir, la norme, entre les élans de l'ombre et aussi les reflets de la lumière. Et plus loin, Jung ira vers vraiment le moi comme un centre de la conscience nécessaire réellement à la rencontre avec l'inconscient, nécessaire à la traversée des archétypes de personnalité et à l'éveil vers ce qu'il nommera lui simplement le soi. Cette totalité unie
et sacré qui contient à la fois ombre, lumière, transcendance et identité. Mais ni Bouddha, ni Freud, ni Jung, ni qui que ce soit n'a jamais parlé de le supprimer. Ils parlent tous de le traverser, de l'honorer, de l'explorer comme une porte, comme quelque chose de précieux. Et du côté des neurosciences, il y a pas mal d'études en cours et elles tendent à démontrer que l'ego, il est en lien avec des régions spécifiques du cerveau. Par exemple, le cortex préfrontal médian. Et celui-ci, il joue un rôle majeur dans la conscience réflexive, c'est-à-dire la capacité à penser par soi-même et à penser de soi-même. Et cette capacité de ce qui fonde ce qu'on appelle en psychologie l'individuation, c'est le fait d'être un être unique, cohérent, enraciné dans une histoire et dans une perception stable aussi du monde. Et lorsque ce mécanisme s'effondre, donc volontairement ou pas d'ailleurs, ce n'est pas du tout l'éveil qui se produit, mais ce qu'on appelle la dissociation. Et donc les patients et les patientes en état de dépersonnalisation, de décompensation, de dissociation, comme on le dit dans le jargon, elles décrivent une perte totale de leur repère. Elles disent « je ne sais plus qui je suis », je me regarde vivre cette vie mais sans être là, et j'ai l'impression d'être une coquille qui est vide. Et excusez-moi, mais ça c'est pas de l'élévation, c'est une fuite. Alors finalement, c'est quoi réellement l'ego? L'ego, c'est le visage que ton âme prend pour vivre ici. C'est aussi une forme temporaire que tu habites pour te nommer, pour aimer, pour apprendre, pour explorer. C'est ton je conscient, celui qui dit je suis cette personne, j'ai vécu cela, je ressens ceci, j'aspire à cela. C'est une structure psychique qui relie ton identité, ton histoire, ton corps, tes émotions et ta pensée. Et il te procure une cohérence, une mémoire et aussi une continuité. Il fait de toi une personne unique, capable de choix et de relations. Du coup, l'ego, dans ces notions-là, tu vois bien que c'est pas ton ennemi, c'est d'ailleurs ton premier allié. Et alors, il peut être blessé, oui. Il peut aussi être déformé par la peur, déformé par les attentes, déformé par le rejet, par l'abandon, par l'injustice. Mais dans son essence primordiale, l'ego, c'est ton réceptacle sacré. C'est comme une coupe que l'âme, elle peut aussi remplir, si elle est honorée. Et vouloir le tuer, l'anéantir, le supprimer, c'est parfois vouloir effacer ce qui a fait mal, au lieu de l'aimer et de l'accompagner jusqu'à la transmutation. Alors oui, ça c'est compréhensible, mais l'ego n'est pas ce qui t'éloigne de l'amour et de la lumière, mais c'est un point de départ pour y revenir. Et c'est à partir de lui que tout voyage intérieur peut vraiment commencer. Alors non, la science ne parle pas d'anéantir l'ego, elle parle de se pencher sur lui, de l'explorer, d'apprendre à le connaître, de lui donner de l'amour pour le stabiliser. Elle parle de sécurité intérieure, de narration, mais aussi de présence consciente. Et ça, n'est-ce pas, au fond,
la base même de toute forme de spiritualité authentique. Et si l'on traverse maintenant le voile, si l'on quitte les terres du rationnel pour entrer dans les voies du mystère, alors que nous disent les traditions sacrées par rapport à l'ego? Alors, contrairement à ce que l'on croit souvent, aucune voie initiatique profonde ne parle de supprimer l'ego. Généralement, elle parle de l'apprivoiser, de le pacifier et de l'intégrer, de le remettre à sa juste place, non comme un tyran, mais comme un réel serviteur de l'âme. Alors, quand je parle des traditions initiatiques anciennes, je parle de l'Égypte ancienne, de l'hindouisme tantrique, des mystères grecs, d'Éleusis, ou plus tard aussi de certaines voies soufis, rosicruciennes aussi, et kabbalistiques. Et partout, l'ego, il est jamais vu comme une erreur à effacer. Et il est vraiment perçu, vu, honoré comme un gardien du seuil, une figure symbolique, un sphinx à l'entrée du temple ou un dragon couché voilà, sur de l'or, comme une sentinelle intérieure qui teste la maturité vibratoire avant de te laisser franchir la grande porte. Et l'ego, il n'est pas là pour t'empêcher d'avancer. Dans aucune de ces traditions, on parle d'obstacles. Il est là pour que tu t'assures de savoir qui, en toi, tu souhaites vraiment rentrer. Alors dans la Kabbale, c'est vraiment une sagesse mystique qui est issue de la tradition juive et transmise depuis des siècles comme une voie de connaissance de l'âme, mais aussi de l'univers. L'ego trouve sa juste place au centre de l'arbre de vie. Et ce centre, il s'appelle Tiferet. Et c'est la beauté. C'est le moi harmonieux qui n'est pas orgueilleux, mais qui n'est pas effacé. C'est aussi vu comme un point d'équilibre entre des forces qui viennent s'opposer en fait dans cet arbre de vie. La rigueur et la compassion, le feu et l'eau, le ciel et la terre. Et Tiferet, il incarne cette identité de l'individu qui s'est aligné avec le divin à l'intérieur de la personne. Autre salle, autre ambiance. Dans le tarot, qui est vraiment une science pour moi sacrée des archétypes, elle parle en images de ce que l'âme peut traverser en silence. Et dans le tarot, l'ego, il apparaît dans plusieurs arcanes majeurs. Et pas comme une faute, mais réellement comme une force à équilibrer. Alors certains arcanes comme le chariot représentent une personne, vous savez, debout, guidant deux sphinx opposés. Et ces sphinx symbolisent des forces contraires, l'instinct et la raison, l'action et le repos, la volonté et le lâcher prise. Et pourtant, le personnage, il avance parce qu'il tient les rênes avec conscience. Puis il y a aussi la force comme arcane, qui est une femme plutôt calme, sans armes, et qui ouvre les mâchoires d'un lion. Et elle lutte pas, elle vibre, et elle incarne réellement cette capacité à tenir son ego sans le fuir, à dialoguer avec la puissance sans la basculer
dans une certaine forme de domination. Et c'est une image, moi je trouve, forte du féminin sacré et de la souveraineté intérieure. Dans la voie alchimique, autre salle, qui est un art ancien de transmutation, je veux dire, de la matière et de l'être, l'ego, il est vu comme un plomb intérieur qui est dense, qui est opaque, qui est aussi pesant, mais porteur d'un or caché. Et l'alchimiste, il va pas jeter le plomb. Il va le chauffer, il va le découvrir, il va l'explorer. Et par ce qu'on appelle le solver et coagula, donc dissoudre et recomposer, il transforme le moi brut en une essence qui est intégrée, vibrante et finalement claire. Et l'ego, là, il devient le creuset dans lequel va naître le soi. Et puis, enfin, dans les textes gnostiques, qui sont des écrits spirituels anciens, souvent d'ailleurs antérieurs, voire parallèles au christianisme officiel, et qui parlent tous de connaissances intérieures, de lumière cachée et de réintégration de l'âme. Pour eux, et dans eux, l'ego n'est pas condamné. Ce qui est réellement dénoncé, c'est cet oubli de l'origine, la séparation entre l'âme et ce qu'on appelle la source Dieu, peu importe le nom qu'on y pose. Et pour les gnostiques, la libération, elle ne vient pas du rejet de l'ego, au contraire, mais de la reconnexion au feu divin qui l'habite. Alors l'individu qui se souvient devient alors conscience incarnée, passerelle vivante entre l'en haut et l'en dedans. Alors, tu vois, par ces choses que je viens de t'énoncer, que l'ego finalement n'est pas une prison. Et ce serait peut-être temps d'oser la voir comme un temple en ruine qu'il te revient de restaurer, une maison intérieure qui attend d'être réhabitée avec amour, justesse et puissance. Et si tu apprenais à en faire un hôtel plutôt qu'un champ de bataille? Alors finalement, après tout ceci, comment ne pas s'y perdre? Comment naviguer avec un ego vivant et équilibré? En sachant que finalement, le problème, ce n'est pas l'ego, c'est l'oubli de qui on est au-delà de lui. Et bien souvent, c'est aussi le fait de s'y enfermer ou de le rejeter complètement. Alors l'un comme l'autre te coupe de ton axe et te fait tanguer. Alors finalement, comment faire pour être dans l'équilibre? Comment nourrir un ego sain qui soit au service de l'âme? Comment ne pas s'y perdre? Et surtout, comment apprendre à l'aimer? Oui. Alors la première clé peut être l'ancrage. Un ego qui est désaligné, il va sans cesse chercher à prendre le pouvoir ou à se cacher. Un ego qui est plutôt équilibré, lui, il est enraciné dans le moment présent. Il est conscient de ses mouvements, de ses réactions, mais aussi de ses élans. Ensuite, la deuxième clé, c'est la conscience. C'est observer ce que tu vis, mais sans jugement. Tiens, là, je cherche à avoir raison. Ah, là, je veux être reconnue. Et
là, je me sens blessée, je me ferme. Et nommer, être conscient de tout ça, c'est déjà un peu transmuter. Ce n'est pas céder à l'ego qui est déséquilibré, c'est lui dire je te vois et je te comprends et tu n'as plus besoin de hurler. Et puis vient l'amour. Pas l'amour mielleux, mais l'amour qui est ferme, qui est clair, conscient, qui est vibrant. Celui qui prend soin, mais sans infantiliser. Celui qui parle à ton ego comme un enfant sacré et qui lui dit je t'écoute, je t'accompagne. Et alors tu n'es pas le seul capitaine. Alors on reconnaît un ego blessé, comme je viens de le dire un peu plus haut, a sa tendance à vouloir avoir le dernier mot, à dominer, à séduire, à prouver, à contrôler et à éviter le vide à tout prix, fuir la remise en question, chercher l'attention comme une nourriture vraiment vitale. Un ego qui est équilibré, lui, il ose rayonner mais sans forcer. Il est en paix avec le silence et il ne cherche pas à prendre toute la lumière, toute la place, mais à canaliser ce qu'il y a dans l'âme, dans sa forme la plus juste, la plus humble. Alors, il ne s'agit pas d'être sans ego, mais de devenir un être capable de contenir sa propre intensité, de danser avec elle, mais sans s'y brûler. Et c'est là que les polarités se rencontrent. On parle de puissance et humilité, de rayonnement et écoute, d'expression et réception. Et l'ego peut être un sceptre dans la main de l'âme, mais jamais un trône vide. Nourrir un ego sain, c'est revenir chaque jour à cette question. Est-ce que mon besoin qui parle en ce moment, ou est-ce mon essence qui s'exprime? Est-ce que je me protège ou est-ce que j'ose me révéler? Et lorsque tu apprends à écouter ces mouvements, sans être dans la peur, sans être dans la fuite et sans être dans plein de masques, alors ton ego, il devient réellement un serviteur qui t'est totalement dévoué, un pilier pour ta mission et plus une entrave. Et c'est là que commence ce que j'appelle la souveraineté intérieure. Et maintenant, j'aimerais un peu te parler de mon expérience, de la blessure à l'alignement. J'ai envie de vous parler vrai, en fait. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, je ne suis pas en train de te parler d'un endroit où tout est guéri, où j'aimerais le dire mieux, où tout est libéré. Non. Et je ne te parle pas depuis une montagne où je serais déjà arrivée. Là, je te parle d'un chemin que je connais parce que je l'ai moi-même traversé sous forme de plusieurs couches et aujourd'hui je le traverse encore par cercle, par couche et par révélation, surtout en ce moment. Alors pendant longtemps j'ai confondu ce que je pensais être un rayonnement avec mon besoin d'être vue, d'être acceptée, d'être aimée. J'étais dans une période où mes blessures
était encore ouverte et saignante. Je portais le poids de ne pas avoir été réellement écoutée, pas validée et surtout pas prise au sérieux. Alors, à ce moment-là, j'avais envie que tout le monde m'écoute et je voulais briller et je voulais exister au travers du regard des autres. Et je pensais que plus je parlerais fort, plus on m'entendrait. Mais en vérité, c'était mon ego blessé, non ajusté, qui criait en fait à travers moi. Et il cherchait juste de l'amour, mais en utilisant un langage feu. Il cherchait une place, mais par l'attention. Et cette période, elle a coïncidé avec la traversée de la maladie, avec une identité de victime que je portais, sans le savoir à ce moment-là. Et avec une relation à moi-même qui oscillait entre le trop et en même temps avec le pas assez. Et mon ego, dans tout ça, en fait, il criait plus qu'il n'écoutait. Il tentait de me défendre, je pense, mais en me déformant. Et puis, un jour, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a changé. Non pas en un déclic, mais par une danse lente avec mes résistances, par des prises de conscience brutales, et aussi par des moments d'effondrement, par beaucoup de silence aussi, et j'ai compris plein de choses. J'ai compris que je n'avais pas besoin de briller pour exister. J'ai pris conscience que ma lumière ne dépendait pas du nombre de regards qui étaient posés sur moi, mais plutôt de la qualité de présence avec laquelle moi je me regardais. Et depuis, je parle moins fort, mais j'essaye de parler plus juste. Je ne ressens plus le besoin de convaincre. Et je ne cherche plus à prendre ma place. Je suis ma place. Et c'est cette justesse-là, ce rayonnement qui ne force rien mais qui vibre vrai, qui attire à moi les belles âmes, les belles rencontres, mais aussi les synchronicités. Et finalement, je n'ai pas tué mon ego. Je n'ai pas essayé de l'anéantir, je lui ai parlé, je l'ai exploré, je l'ai accueilli, je l'ai aimé et je l'ai traversé comme lui m'a traversé. Et maintenant, il est un pilier sur lequel je peux poser ma voix sans hurler. Alors, si tu te reconnais dans ce que je partage, si tu ressens quelque chose en toi qui appelle à se réunifier, à s'apaiser, à se reposer dans une vérité, une sécurité plus grande. C'est vrai que je ne le dis jamais, mais je suis disponible pour accompagner des personnes. Et je suis disponible pour accompagner une personne ce trimestre dans un cheminement personnel, spirituel et profond. Et avec moi, ce ne sont pas de simples séances, ce sont des traversées, des reconnexions. Et je pense que si tu le sens, c'est que c'est réellement pour toi. Et nous voilà à la fin de ce voyage au travers de l'ego. J'espère que tu as apprécié ce moment de transmission, ce moment de partage et ce
voilà ce moment où ben, on ose parler vrai. Je serais vraiment heureuse, ravie que tu me déposes un commentaire, parce que au-delà de tourner les vidéos, ce qui est le plus riche, c'est vraiment de pouvoir engager la discussion sur des sujets qui sont assez profonds. Et si tu apprécies mes contenus, je serais aussi ravie que tu puisses t'abonner à la chaîne. Et ça m'aiderait vraiment aussi voilà, que tu partages les contenus. J'ai ce désir de transmission qui vibre de plus en plus fort. Et je ne demande jamais, je ne demande jamais d'aide, je ne demande jamais. Mais ici, je pense que c'est le moment juste pour demander, voilà, de m'aider à développer cette communauté, cette sororité qui se forme tout autour de moi depuis maintenant 3 ans, qui devient quelque chose voilà, de juste, de beau. Mais j'ai besoin dans cette mission que j'ai décidé vraiment d'accueillir, cette mission de transmission, c'est que vous soyez à mes côtés pour développer la visibilité, pour développer l'impact. Alors, uniquement si ça vous semble juste, n'hésitez pas à le faire. Quant à moi, je vous souhaite, peu importe le moment auquel vous allez visionner cette vidéo, une belle journée, une belle soirée, une nuit, voilà, apaisée. Et tout comme j'apprends à le faire, de plus en plus, prenez soin de vous. Parce que ce monde, il a besoin de vous, de votre cœur, de votre âme qui parle. À tout bientôt pour une nouvelle vidéo.